Euh, Bonjour à tous. Bon, je tenais d'abord à remercier à Sinopia et à Europa Nova pour m'avoir donné l'opportunité de modérer cette table ronde sur les séparatismes et les nationalismes. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui car il s'agit d'un sujet qui me tient particulièrement en cœur, car du fait que je viens de la Catalogne, mais également parce que je suis intéressée dans les aux volontés d'indépendance au sein de l'Union européenne, et surtout parce qu'on se trouve maintenant en pleine négociation du Brexit. Hier, la Catalogne commémorait l'anniversaire du référendum d'autodétermination en attendant un procès judiciaire contre les leaders politiques, mais surtout à cause de la montée des dits populismes, comme en Italie ou en Autriche, ou encore les cas du vote récent du Parlement européen pour déclencher l'article 7 visant à sanctionner l'Hongrie. Donc nous comptons aujourd'hui avec Benoît Pellistrandi, professeur de chaire supérieure au lycée Condorcet et à l'Institut catholique de Paris, qui est historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine et membre de l'Académie royale de l'histoire espagnole. On compte aussi avec Nathalie Duclos, professeure au département d'études du monde anglophone de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, avec Alain Dikoff, directeur du CERI et directeur de recherche du CNRS, et avec Béli Navli, maître des conférences en droit public et directeur de recherche de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Mais avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais lancer une brève réflexion sur les termes nationalistes, car je trouve qu'il y a une certaine confusion à cet égard. Donc, parce que d'abord, on observe un nationalisme lié au mouvement eurosceptique, plutôt de droite et anti-immigration, comme en seraient les cas de l'Hongrie ou de l'Autriche et même de l'Italie. Mais on constate aussi un autre nationalisme que l'on peut confondre avec les séparatismes, comme en Écosse ou en Catalogne, ce sont des mouvements pro-européens avec une vision internationale et solidaire, donc qui s'oppose avec cette vision du nationalisme réactionnaire et populiste. Et ce week-end dernier, j'ai regardé un reportage et l'un des journalistes disait les nationalistes pensent toujours que les nationalistes est l'autre. Et il ajoutait que les États sont l'expression maximale du nationalisme, mais que personne ne les considère comme du nationalisme, du fait qu'il s'agit d'un État. Donc je pense que ces deux phrases concordent avec cette confusion dont je parlais des différents types de nationalisme. Et pour cela, donc, à partir de cette réflexion, je voulais donc poser la question de savoir si ce type de nationalisme dit international peut être positif pour l'Europe et donc pour la solidarité en Europe, et à la fois aider à lutter contre cet anti-européanisme. Donc je pense que nos intervenants pourront bien sûr nous éclairer sur ces sujets, et je laisse donc les débats ouverts et donne la parole à Benoît Pellistrandi. Je voulais vous juste poser une question. Comment expliquez-vous que la Catalogne n'ait pas pu voter dans le cadre d'un référendum accordé comme l'Écosse l'a fait? Il y a bien que les gouvernements de Rajoy à l'époque et de Sanchez actuellement s'appuient légalement sur la Constitution. Peut-on penser que la négociation d'un tel référendum serait légitime? Une question d'actualité, merci de la poser, merci aussi pour l'invitation. Je parlerai effectivement de la Catalogne qui m'a occupé cette dernière année, puisque c'est un sujet qui met en cause la stabilité de l'Espagne, qui est un grand État européen. Alors pour répondre tout de suite à votre question, on le sait, l'Espagne a une constitution et l'article 1er de la constitution dit que la souveraineté appartient à l'ensemble des Espagnols et qu'on ne peut pas la couper en tranches, on ne peut pas la couper régionalement. Et donc on ne peut pas envisager, dans l'état actuel du texte constitutionnel, un référendum qui pourrait aboutir à une sécession, puisque ce serait le cas. Alors on peut toujours imaginer ensuite une réforme de la Constitution. Ne l'oublions pas, la Grande-Bretagne n'a pas de Constitution.
Et ça donne sans doute une facilité qui est différente. Bon, les histoires sont vraiment très, très distinctes. La chose importante, c'est de comprendre que si la crise catalane a pris la dimension qu'elle a prise, c'est parce qu'il y a 3 échelles dans cette crise catalane. La première échelle, c'est la Catalogne, la deuxième, c'est l'Espagne, et la troisième, c'est l'Europe. Le vrai nœud, c'est la Catalogne, c'est pas l'Espagne. Le vrai nœud, c'est la Catalogne. Et l'Espagne est l'adversaire à abattre, puisque c'est de lui qu'il faut se séparer pour obtenir une indépendance. Et dans ces conditions, l'Europe devait devenir le levier d'action contre l'Espagne. Et l'Europe avait un double jeu. Elle devait à la fois être une garantie et une caution pour les indépendantistes catalans. Elle était une garantie parce qu'elle était d'abord et avant tout l'assurance donnée à ceux qui suivraient le projet indépendantiste et sécessionniste que tout continuerait comme avant, qu'il y aurait une continuité et que, ne l'oublions pas, il faut faire aussi l'histoire de la manière dont le projet nationaliste indépendant est devenu indépendantiste, c'est quand un parti qui a été au pouvoir de 1980 à 2003, je parle de Convergence et Union avec Jordi Pujol d'abord, et qui revient au pouvoir en 2010 avec Artur Mas. Artur Mas est président de la Généralité de Catalogne de 2010 à 2015, et il choisit, après la consultation du 9 novembre 2014, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, il choisit la voie indépendantiste. C'est donc la conversion d'un parti de centre-droit qui représente les intérêts de la bourgeoisie libérale catalane, qui adopte une stratégie révolutionnaire. Pour que cette stratégie révolutionnaire, qui est en réalité la construction d'un rapport de force avec Madrid, soit validée par son électorat, il fallait lui apporter la garantie « nous sommes européens, nous resterons en Europe, l'Europe nous accueillera ». Avec toute une série d'arguments, la Catalogne pèse trop lourd dans l'ensemble européen pour qu'on puisse s'en passer. La Catalogne, c'est 7 millions d'habitants. Bon, donc vous ferez le calcul en pourcentage, c'est-à-dire c'est un tout petit peu plus de 1%, enfin on est entre 1 et 2%. Le PIB est 200 milliards d'euros, c'est-à-dire la Grèce, 2%. Je ne suis pas sûr qu'à certains moments on n'aurait pas aimé se passer de la Grèce. Bon. Mais les conditions ne sont pas effectivement tout à fait les mêmes. Et puis, c'était aussi l'absolue garantie pour les affaires économiques qu'il n'y aurait pas de traumatisme et qu'on resterait dans ce cadre. Donc, la Catalogne indépendante, ce sera une Catalogne dans des conditions stables économiquement et socialement. Et c'était là le moyen de dire que la République catalane était faisable. C'est une caution, l'Europe. C'est une caution parce que l'Europe démocratie viendrait valider ce soulèvement démocratique catalan. Et grâce à elle, l'Espagne devra céder. Relisez ou réécoutez les déclarations des leaders indépendantistes catalans et regardez ce qu'ils disent de l'État espagnol. Ils l'ont traité d'État franquiste, d'État fasciste. Le président actuel de Catalogne, Quim Torra, a dit que la Catalogne vivait depuis le mois d'octobre 2017 dans une situation de crise humanitaire. Voilà ce qui est dit par un responsable politique, qui hier a appelé d'ailleurs à nouveau à la désobéissance civile. Imagine-t-on, je m'adresse à un public français, imagine-t-on un président de région, un président de conseil départemental pouvant appeler à la désobéissance civile? Jamais l'État français ne l'aurait accepté. Donc, on le voit bien, il y a eu une disqualification de l'État espagnol qui correspond à plein d'éléments, c'est-à-dire il y avait aussi la récupération d'un nouveau discours qui vient d'arriver sur l'histoire contemporaine de l'Espagne, que la transition démocratique qui un temps a été présentée comme un modèle, aujourd'hui est présentée comme en réalité une concession faite à des pouvoirs qui auraient été établis de tout temps et qui n'auraient jamais cédé la moindre parcelle de puissance.
Donc, il y avait besoin de présenter la Catalogne comme un vrai modèle de démocratie par rapport à une Espagne qui est une démocratie imparfaite, et on le voit encore aujourd'hui dans le discours qui consiste à dire qu'il y a des prisonniers politiques en Catalogne. Ce sont effectivement des responsables politiques qui sont poursuivis par la justice espagnole en fonction d'un certain nombre de délits qui ont été établis par le juge et qui donneront lieu à un procès et qui seront un procès contradictoire. Il était donc absolument essentiel que l'Europe vienne valider ce soulèvement catalan. Et c'est toute l'ambiguïté du mot que les Catalans ont choisi d'utiliser, non pas droit d'autodétermination, mais le droit à décider, qui est tout sauf une catégorie juridique, qui est une catégorie politique, mais qui a eu un succès. Et effectivement, quel est l'acte fondateur de la démocratie, sinon le vote ? Et vous avez peut-être vu hier les images des manifestations à Barcelone où certains militants sont ressortis avec les urnes qui avaient servi pour ce pseudo-référendum du 1er octobre. Et l'urne devient le symbole de la démocratie. Le nationalisme catalan, l'indépendantisme catalan, le sécessionnisme, le souverainisme, je ne sais plus comment dire, a toujours eu à cœur d'essayer de sortir d'une logique strictement espagnole pour internationaliser le conflit et est allé chercher dans le droit international des raisons qui justifieraient l'action du gouvernement catalan. Le 6 septembre 2017, vous le savez, le Parlement catalan a voté au cours d'une session parlementaire chaotique la loi convoquant le référendum du 1er octobre et le lendemain, les lois dites de déconnexion démocratique. Et le préambule de cette loi insiste sur la Charte des Nations Unies. Et il cite l'article 1er, l'alinéa 2, qui convient de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc, puisque la Constitution espagnole ne nous permet pas, on va chercher une autre justification, la Charte des Nations Unies. Toujours cette loi référendaire rappelle les différents votes du Parlement de Catalogne, le vote du 12 décembre 1989 sur le droit à l'autodétermination de la nation catalane, le vote du 10 mars 2010 sur le droit à l'autodétermination et la reconnaissance des consultations populaires sur l'indépendance, et le vote du 6 octobre 2016, qui était une déclaration de souveraineté et du droit à décider du peuple catalan. Et le Parlement continue en disant que l'ordre international a évolué et qu'il y a des cas d'autodétermination qui ne coïncident pas avec la fin de l'impérialisme, c'est-à-dire dans un processus de décolonisation. Et je cite le texte de la loi, « Le tribunal international de justice constate que le droit à décider des peuples a évolué et que cette évolution n'a fait l'objet d'aucune norme ou coutume contraire à ces nouvelles pratiques. La seule limite reconnue par le tribunal est l'usage illicite de la force et d'autres graves violations de l'ordre international. » Et du coup, tout l'enjeu du gouvernement catalan consistera à essayer de s'abriter derrière cette, je n'ose pas dire fiction juridique, mais cette construction juridique et d'éviter effectivement, et c'est tout le débat actuel, le recours à la force. Alors, vous savez ce qui s'est passé le 1er octobre 2017. Il y a eu un simulacre de vote. Je dis simulacre pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de liste électorale. Tout le monde pouvait se présenter dans n'importe quel collège électoral. Il n'y avait pas d'isoloir. Il n'y avait pas d'enveloppe. Il y avait juste des bulletins et des urnes. La Généralité de Catalogne a publié un résultat et de ce résultat, il ressort que sur les un peu moins de 6 millions d'inscrits, 2 200 000 personnes ont participé à ce référendum et que sur ces 2 200 000, il y a 90 et quelques % de oui. À partir de là, le gouvernement catalan et le Parlement catalan se trouvaient, puisque la loi référendaire du 6 septembre à laquelle j'ai fait allusion disait que le résultat serait contraignant, le gouvernement et le Parlement se trouvaient dans l'obligation de procéder à la déclaration unilatérale d'indépendance. Et toute la séquence qui s'ouvre entre la fin du référendum et jusqu'au 27 octobre, c'est ce moment où en réalité on est un peu dans un état d'apesanteur, avec un gouvernement catalan qui ne sait plus exactement jusqu'où il faut aller, parce qu'il est lui-même traversé de divisions, un gouvernement espagnol qui a complètement raté la gestion de la crise
et qui était convaincu qu'il n'y aurait pas de vote le 1er octobre et qui s'est trouvé avec un acte politique qui est effectivement une manifestation d'ampleur et qui, vous le savez, a obligé le roi Philippe VI à intervenir, et c'est extrêmement rare que le roi intervienne. Il y a la dernière intervention, le Juan Carlos, en 40 ans, presque 40 ans de règne, est intervenu 4 fois à la télévision en dehors des messages de Noël, pour le coup d'État du 23 février 81, pour l'attentat du 11 mars 2004 à Barcelone, pour la mort du président Adolfo Suárez en mars 2014 et pour l'annonce de sa propre abdication. Donc le discours du roi du 3 octobre 2017 a été vraiment un moment très important. Ce qui a empêché la déclaration unilatérale d'indépendance, c'est que justement l'Europe n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé dans le sens escompté. Et l'Europe, à travers d'abord Jean-Claude Juncker, puis Antonio Tajani, a très clairement soutenu l'Espagne et l'intégrité territoriale de l'Espagne. Du coup, vous l'entendez encore aujourd'hui, Carles Puigdemont, l'ancien président de la Généralité de Catalogne, en fuite en Belgique, proteste contre l'inertie européenne et dit que l'Europe est en train de se tromper complètement sur la Catalogne. L'ancien conseiller, c'est le nom des ministres régionaux des relations extérieures, Raúl Romeva, qui aujourd'hui est en détention préventive, avait assuré d'abord à son gouvernement et à Carles Puigdemont, mais à l'opinion publique, que l'Europe validerait le résultat du référendum du 1er octobre. Et l'opinion publique catalane a été surprise de voir que l'Europe n'allait pas dans le sens de ce qu'on lui avait raconté. Mais cette Europe qui n'a pas bougé reste l'espoir des indépendantistes catalans. Ils ont bruyamment applaudi la décision des juges du Schleswig-Holstein de ne pas donner suite à la demande du juge Llarena, le juge instructeur en Espagne qui demandait l'extradition de Carles Puigdemont qui avait été arrêté en Allemagne au mois de février, vous en souvenez sans doute. Et ces indépendantistes catalans s'abritent aussi derrière les décisions de la justice belge pour dire que le droit est de leur côté. Et ils continuent de penser que l'Espagne passera pour une démocratie de mauvaise qualité. Peut-être avez-vous vu tout récemment la polémique assez vive entre le président du Parlement de Flandre et le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell. Et donc, on le voit bien, l'Europe est vraiment un enjeu décisif. Alors, pourquoi les indépendantistes ont-ils échoué en Europe? Est-ce que ce sont des raisons diplomatiques? L'Europe est conservatrice et ne veut pas de nouvel État? Est-ce que ce sont des raisons, j'allais dire, politiciennes, c'est-à-dire l'Espagne a tellement fait pression sur les pays européens que les gouvernements européens ont pris peur? C'est un peu le discours qui est tenu par les indépendantistes catalans. Il me semble plutôt que ce sont pour des raisons de philosophie politique que l'Europe n'a pas validé le discours indépendantiste catalan. Pour 4 raisons. Le projet indépendantiste catalan est souverainiste. Or, l'Union européenne n'est pas une machine à recouvrir de la souveraineté, on vient au contraire en céder. Deuxième raison, le projet indépendantiste catalan ne recoupe pas les valeurs européennes. Dans les lois qui configurent ce que devrait être la nouvelle République catalane et qu'il faut regarder, il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire. Le droit des minorités n'est pas garanti, car le gouvernement catalan a dit « nous donnerons la double nationalité à ceux qui la veulent, mais on ne s'occupe pas de la vie de l'Espagne ». Il y a un problème de respect de la pluralité politique et enfin, naturellement, le problème du partage des richesses. Et c'est là où on voit la troisième raison, c'est que le projet indépendantiste catalan est égoïste. Il s'agit de garder pour soi son argent et si un État est d'abord un premier endroit où effectivement on redistribue les ressources, on les réaffecte, le discours de l'Espagne nous vole pour dire effectivement que la Catalogne est marginalisée et maltraitée fiscalement, on peut imaginer que ça voudrait dire que faisons entrer cette Catalogne indépendante dans l'Union européenne, nous avons une nouvelle Grande-Bretagne. Et donc, pour toutes ces raisons, on n'aurait peut-être pas très envie. Enfin, la quatrième raison, c'est que le projet indépendantiste catalan est profondément ambigu. Il entend reconnaître des droits aux citoyens, non parce qu'ils seraient sujets de ces droits, mais parce qu'ils habitent un territoire. C'est ça le problème du nationalisme catalan, c'est parce que vous habitez le territoire catalan, vous êtes doté de droits. Or, la Catalogne, ça voudrait dire effectivement de nouvelles frontières.
Et ce sont des nouvelles frontières qui seront étanches mentalement et culturellement. C'est donc un enfermement à l'opposé du projet européen. Donc, l'Europe en Catalogne peut perdre beaucoup, vous l'avez compris, elle peut perdre sa capacité normative de la démocratie. La Catalogne peut devenir, je le dis souvent, une nouvelle Yougoslavie. Alors, pas dans les mêmes conditions, mais je le dis parce qu'il suffit de voir la fascination pour le précédent yougoslave parmi les indépendantistes. Ils disent que c'est un exemple de sécession. Mais l'Europe peut justement être ce qui empêche cette dérive. Un dernier mot, c'est la Catalogne qui est malade et c'est d'elle et en elle que doit venir la solution. Les valeurs européennes doivent jouer le rôle de révélateur au sens chimique du terme des errements du nationalisme catalan, mais elles ne doivent pas effectivement venir s'imposer par-dessus. Et je terminerai juste par un dernier point. Il y a aujourd'hui un enfermement symbolique de la Catalogne sur elle-même qui dit qu'elle a presque, j'allais dire, perdu le lien avec la réalité de l'Europe. Il y a eu ce référendum du 1er octobre, mais auparavant, il y a eu cette consultation du 9 novembre 2014 dont j'avais parlé. Le 9 novembre 2014, la date avait été choisie parce que c'était la chute du mur de Berlin et qu'il y avait un mur de Berlin à faire tomber en Catalogne. Il n'y a que les Catalans pour le penser, que les indépendantistes catalans pour le penser et le croire, et personne en Europe n'a jamais fait le lien entre ce 9 novembre 2014 et le 9 novembre 1989. Et cette séparation des calendriers, cette séparation des références, cette séparation des symboles est une mauvaise nouvelle pour justement la force du lien démocratique qui doit unir la Catalogne, l'Espagne avec le reste de l'Europe. Merci pour cette présentation. Je suis sûre que j'aimerais bien de discuter plus en détail sur la Catalogne avec vous. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie Duclos. Bonjour tout le monde, qui attend. J'ai essayé de retranscrire ce que je veux dire en diapositive pour essayer de capter votre attention en fin de journée. Mais ça ne marche que si la technologie suit. J'aimerais bien juste vous poser une question en attendant. Allez-y. Sur quel est le rôle joué par les Brexit en fait, à l'égard du mouvement indépendantiste écossais et à la possible tenue d'un second référendum d'autodétermination. Ça va être toute la dernière partie de mon intervention, donc je ne vais pas répondre maintenant et je vais y arriver naturellement par mes diapositives. Donc voilà, je vais vous parler du cas écossais et de l'imbrication un peu complexe aujourd'hui, entre l'indépendantisme, le sentiment pro-européen de la majorité des indépendantistes et la question bien sûr du Brexit. Alors juste pour commencer par des faits, très très vite, les Écossais ont dû se prononcer sur 2 référendums absolument cruciaux en moins de 2 ans. En 2014 sur la question de l'indépendance, pour la première et à ce jour seule fois de leur histoire. Donc on peut voir qu'une majorité assez claire de gens ont voté non à l'indépendance, assez claire surtout en termes de répartition géographique, puisque vous voyez que le non c'est le jaune et le oui c'est le bleu. Et alors moins de 2 ans plus tard, il y a eu le référendum sur l'Union européenne. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est le décalage entre le vote britannique dans son ensemble et le vote écossais. Puisque, comme vous le savez, la majorité des Britanniques ont voté pour la sortie, mais une majorité claire de 62% des Écossais ont voté pour le maintien. Et là encore, c'est clair non seulement en termes de pourcentage, mais en termes de répartition géographique. Si vous voyez la grande tache jaune au nord de l'île de Grande-Bretagne, c'est l'Écosse. Voilà. Donc l'Écosse est des 4 nations constitutives du Royaume-Uni, la seule qui s'est exprimée d'une seule voix, si je puis dire, en tout cas qui a été beaucoup moins divisée que les autres. On peut voir les 3 autres nations, il y a du bleu et du jaune. En Écosse, il y a seulement du jaune, c'est-à-dire pour le maintien. Alors, du fait de ce croisement entre 2 référendums cruciaux en un laps de temps très court, les Écossais, l'Écosse se retrouve aujourd'hui face à un avenir qui est très incertain. Elle se pose 3 questions philosophiques sur son avenir. Va-t-elle devoir sortir de l'UE et même du marché unique européen contre la volonté exprimée de la majorité de ses citoyens? L'Écosse va-t-elle pouvoir et vouloir organiser un second référendum d'indépendance dans les années à venir? Si oui, quand? Je reviendrai là-dessus plus tard. Et si elle votait oui à l'occasion d'un second référendum d'indépendance, est-ce que cela pourrait lui permettre de soit se maintenir, soit rejoindre l'UE selon la date d'organisation de ce second référendum?
Donc, vous imaginez l'état d'incertitude dans lequel se trouve le pays. Alors, si on voit les choses non plus d'un point de vue écossais, mais d'un point de vue européen, je pense qu'il y a peut-être deux questions que je veux vous soumettre et qui vont servir un petit peu de fil rouge à ce que je veux dire. C'est dans quelle mesure peut-on voir d'un côté l'Écosse comme un symbole fort de résistance au Brexit, comme un pays pro-européen, pour un peu modérer le discours anti-britannique ambiant. Et deuxièmement, dans quelle mesure peut-on voir les indépendantistes écossais comme des alliés de l'Union européenne plutôt que comme une menace? Et là, je reviens sur les différents types de nationalisme. On pourra en parler plus tard. Alors, dans quelle mesure l'Europe peut-elle être vue comme un pays pro-européen, en tout cas plus pro-européen que la moyenne britannique? Là, je vais évoquer 3 points. Le fait que l'opinion publique y est plus pro-européenne, ou moins anti-européenne, si on préfère. Le fait que les principaux partis ont tous fait campagne pour le maintien dans l'UE. Et le fait, qui a son importance, que le gouvernement écossais actuel est clairement pro-européen et anti-Brexit. Alors, premier point, si on regarde le résultat du référendum européen, on voit que l'Écosse a non seulement été plus pro-européenne que la moyenne britannique, mais elle a été la région britannique la plus favorable au maintien. Si vous découpez le Royaume-Uni en régions administratives, vous voyez, il y a 3 régions qui ont voté majoritairement pour le maintien. Ce sont celles que vous avez en bleu soulignées. Donc c'est le Grand Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Et comme vous pouvez le voir, l'Écosse est donc la région où le vote pro-européen a été le plus élevé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont toutes les circonscriptions écossaises, sans exception, qui ont voté pour le maintien, ce qui est unique au Royaume-Uni. Deuxième point, tous les principaux partis écossais, c'est-à-dire tous ceux qui sont représentés au Parlement local, ont appelé à voter pour le maintien au moment du référendum. Alors, là, je suis désolée, les couleurs passent pas bien, on voit pas bien, mais il y a 5 partis au Parlement. Il y a 4 partis qui sont en fait les branches écossaises de partis britanniques. Et il y a un parti qui est spécifique à l'Écosse, qui est le SNP, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Mais tous ces partis, au moment du référendum, y compris le Parti conservateur, en Écosse, ont fait campagne pour le maintien. Et le Parti conservateur, qui en Angleterre, on le sait, est très divisé sur la question européenne, c'est d'ailleurs ces divisions-là qui ont donné lieu à l'organisation même du référendum, le Parti conservateur en Écosse était, lui, uni derrière une campagne pro-maintien. Dernier point sur les partis politiques, le UKIP, ce parti anti-européen et anti-immigration dont la montée a fait peur aux conservateurs et les a amenés à organiser ce référendum européen, eh bien, ce parti-là, le UKIP, il est quasiment inexistant en Écosse. Il fait quelque chose comme 2% des voix, 1% des voix. Il n'a jamais eu d'élu à aucun niveau que ce soit écossais ou au Parlement britannique représentant l'Écosse. Dernier point, en Écosse, on a actuellement un gouvernement qui est à la fois indépendantiste, mais aussi pro-européen. Donc le parti de gouvernement, je le disais tout à l'heure, c'est le Scottish National Party, SNP. Il est au pouvoir en Écosse depuis plus de 10 ans. Sachant que l'Écosse n'est politiquement autonome que depuis 1999. Alors ce parti, donc, il est indépendantiste, c'est un parti de centre-gauche, social-démocrate, ce n'est pas un parti nationaliste d'extrême droite, c'est un parti social-démocrate, et c'est un parti qui est clairement pro-européen depuis les années 80. Et donc ce parti a appelé à voter contre le Brexit au moment du référendum et depuis, il fait surtout campagne pour ce qu'on appelle un soft Brexit, c'est-à-dire pour que le pays, enfin le Royaume-Uni dans son ensemble et si pas le Royaume-Uni dans son ensemble, au moins l'Écosse, demeure à minima dans le marché commun européen et l'union douanière. Voilà pour l'Écosse comme pays plus pro-européen que la moyenne britannique et les indépendantistes comme étant pro-européens. Toutefois, je voudrais maintenant apporter quand même quelques petites limites à cet européisme des indépendantistes. Il est à relativiser. D'une part, parce que si le parti SNP et le gouvernement SNP sont très clairement, sans ambiguïté, pro-européens, ce n'est pas le cas de tous les électeurs SNP, puisqu'on estime qu'environ un tiers des électeurs SNP auraient voté pour le Brexit, pour la sortie de l'UE au moment du référendum. Donc le gouvernement écossais il doit quand même composer avec ça.
Deuxièmement, le mouvement indépendantiste écossais ne se résume pas au SNP, qui en est certes la principale organisation, mais le mouvement indépendantiste est plus large que le seul SNP. Pour moi, il y a 3 grands courants au sein du mouvement indépendantiste, le courant nationaliste incarné par le SNP, le courant de la gauche radicale et le courant écologiste. Et de ces 3 courants, seul le courant écologiste est unanimement pro-européen. Les nationalistes et la gauche radicale sont très divisés sur la question européenne. Donc ça, c'est une première limite. Alors, donc au sein des indépendantistes, que disent ceux qui sont plutôt pro-européens et que disent ceux qui sont plutôt eurosceptiques? Du côté des pro-européens, on avance 3 grands types d'arguments. Premièrement, l'argument économique, qui est celui que l'appartenance à l'Union européenne est dans l'intérêt de l'Écosse, que le Brexit sera une catastrophe économique, et donc que l'indépendance, aujourd'hui, est le seul moyen pour l'Écosse d'échapper à ce naufrage annoncé. Deuxième argument, c'est l'argument du internationaliste, pro-immigration, d'un pays qui est ouvert, qui refuse l'isolationnisme et qui en plus a besoin d'immigration, parce que sa population est vieillissante. Non seulement, l'idée c'est que non seulement les Écossais, nous sommes ouverts, pro-européens, pro-immigration, mais en plus les indépendantistes, et les nationalistes plus spécifiquement, sont eux aussi internationalistes, pro-immigration, et ils sont tout le contraire des nationalistes xénophobes du UKIP. Troisième type d'argument, c'est l'argument que j'appelle démocratique. C'est tout simplement l'idée que l'Écosse a majoritairement voté pour le maintien dans l'UE, toutes les circonscriptions ont voté pour le maintien, et donc faire partie de l'UE représente la volonté du peuple écossais. Ça, c'est pour le côté pro-européen. Pour ceux d'entre les indépendantistes qui sont plus sceptiques vis-à-vis de l'Union européenne, 2 grands types d'arguments. Le premier, c'est l'argument austéritaire. C'est l'idée que l'une des principales motivations du vote indépendantiste en Écosse, il faut le comprendre, c'est le rejet de la politique des gouvernements conservateurs qui sont au pouvoir à Londres depuis 2010. Il faut savoir que les Écossais votent pour d'autres partis que le Parti conservateur depuis les années 50, à toutes les élections. Voilà, toutes les élections. Ils ont voté pour le Parti travailliste à toutes les élections jusqu'à il y a quelques années, et maintenant ils votent pour les nationalistes. Mais ils n'ont jamais voté conservateur. Et donc, c'est le principal moteur de l'indépendantisme écossais, c'est le fait que, du fait du déséquilibre démographique entre l'Angleterre et les petites nations britanniques, ceux pour qui les Anglais votent gagnent. Et donc, si on veut se débarrasser des gouvernements conservateurs, la seule solution, c'est d'être indépendant. Parce qu'on n'est pas assez nombreux pour contrebalancer le vote des Anglais. Mais alors, on veut se débarrasser de la politique d'austérité des gouvernements conservateurs. Mais ça serait absurde de rejoindre l'Union européenne qui, elle aussi, impose une politique d'austérité à ses États membres. Et là, les indépendantistes citent souvent l'exemple de la Grèce, comment la Grèce a été traitée. Et donc, pour les eurosceptiques parmi les indépendantistes, qui sont minoritaires mais qui existent, il serait absurde, dans ce cadre-là, de rejoindre l'Union européenne. Deuxième argument, c'est, alors là on rejoint le cas de la Catalogne, c'est l'Union européenne est hostile aux indépendantismes, au séparatisme, si vous préférez ce terme-là. Elle est du côté des États membres et non des nations. Et là, l'exemple, c'est pas la Grèce, c'est la Catalogne. Beaucoup d'indépendantistes écossais sont très choqués de l'attitude de l'Union européenne, non seulement au moment du référendum d'indépendance catalan, mais depuis avec la question de l'emprisonnement des leaders politiques. Et donc, pour ces indépendantistes écossais-là, l'UE a montré clairement qu'elle serait systématiquement du côté des États membres, quelle que soit la volonté démocratiquement exprimée par les nations, peuples, régions constitutifs de ces États. Donc voilà les arguments. Mais la question qui divise le plus les indépendantistes aujourd'hui, et là j'en viens au nœud du problème, c'est bien sûr le Brexit, puisque c'est ce qui divise tout le monde au Royaume-Uni aujourd'hui, et notamment comment articuler l'indépendantisme et le Brexit. Alors là, il y a 2 problèmes pour les indépendantistes. Le Brexit pose 2 problèmes. Premier problème, c'est au niveau des arguments, de quels arguments développer. Faut-il présenter le Brexit comme
Faut-il intégrer le Brexit comme un argument clé dans l'argumentaire indépendantiste? Faut-il, par exemple, présenter l'indépendance comme un canot de sauvetage vis-à-vis d'un Brexit annoncé comme un naufrage annoncé, vu comme un naufrage annoncé, pardon. Deuxième type d'argument, on peut dire que le vote britannique en faveur du Brexit a confirmé que l'Écosse souffrait d'un déficit démocratique au sein du Royaume-Uni, puisque l'Écosse se voit imposer un avenir en dehors de l'Europe dont elle ne veut pas, et ce déficit ne sera résolu que par l'indépendance, pour les questions que j'ai expliquées, pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Ou alors, d'autres indépendantistes disent non, le Brexit est trop clivant, il y a des indépendantistes qui sont anti-européens, donc il vaut mieux insister sur d'autres arguments, par exemple, notamment l'indépendance comme moyen de se débarrasser des gouvernements conservateurs à répétition dont les Écossais ne veulent pas. Donc ça, c'est le premier problème, c'est l'argumentaire. Deuxième problème, c'est bien sûr le calendrier. Est-ce que c'est le bon moment, là, maintenant qu'on négocie la sortie de l'Union européenne, pour demander un nouveau référendum d'indépendance écossaise? Est-ce que maintenant c'est le bon moment, ou est-ce que le bon moment c'est pendant la période de transition qui pourrait aller de 2019 à 2021? Encore qu'on ne sait pas, c'est négociable. Est-ce que c'est plus tard? Alors pour ceux qui disent oui, il faut le faire maintenant, avant 2021, il y a l'idée que ça pourrait peut-être, éventuellement, ça serait le seul espoir pour l'Écosse de négocier sa transition vers l'indépendance de l'intérieur de l'UE, ce qui serait quand même plus pratique. Deuxièmement, ça c'est un argument interne à l'Écosse, c'est l'idée que les indépendantistes sont majoritaires au Parlement écossais jusqu'en 2021, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections écossaises. Est-ce qu'ils seront encore majoritaires après 2021? Donc il faut se dépêcher d'organiser un référendum avant que les indépendantistes éventuellement perdent leur mandat politique pour organiser un référendum. Ou alors, d'autres disent non, il vaut mieux attendre que les effets délétères du Brexit se fassent sentir. Pourquoi? Notamment parce que si on regarde les sondages pour l'instant ne donnent pas plus de 50% des Écossais pour l'indépendance, malgré le Brexit. Donc il n'y a pas eu un basculement vers l'indépendance. Le Brexit n'a pas encore provoqué un basculement des opinions vers l'indépendance. Les indépendantistes disent oui, mais c'est parce qu'on n'est pas sorti encore de l'Union européenne. Donc on ne sait pas encore quels seront les effets du Brexit. Donc il faut attendre que les effets du Brexit se fassent sentir, c'est-à-dire les années 2020, je ne sais combien. Et là, le nombre d'indépendantistes ne pourra qu'augmenter, et c'est à ce moment-là qu'il faut organiser un référendum. Donc pour terminer, je reviens sur le gouvernement écossais. Le gouvernement écossais donc est pro-européen, très clairement pro-européen, mais il est mis en difficulté par le Brexit, pour trois raisons. Premièrement, parce que son électorat et le mouvement indépendantiste dans son ensemble, dont il a besoin de chaque indépendantiste pour gagner un référendum d'indépendance. Ces gens-là sont divisés sur la question, même s'ils sont majoritairement pro-européens. Deuxième difficulté pour le gouvernement écossais, c'est que certains de ses membres les plus en vue, et notamment le dieu vivant Alex Salmond, qui était Premier ministre écossais au moment de l'organisation du référendum d'indépendance, qui a arraché l'acceptation de la part du gouvernement britannique de la tenue de ce référendum, eh bien, ce Alex Salmond et d'autres membres éminents du parti se sont prononcés plutôt que pour un maintien dans l'UE, pour un maintien dans l'Association européenne de libre-échange, quitte à rejoindre l'UE plus tard. Troisième difficulté, c'est que le gouvernement écossais n'a pas du tout réussi à peser sur les négociations européennes, sur la position de négociation du gouvernement britannique. Il a reçu une fin de non-recevoir de la part des autorités britanniques qui lui a renvoyé le fait que les questions européennes étaient un domaine de compétences réservé à Londres. Et donc le gouvernement écossais subit les choix du gouvernement britannique en la matière. Donc pour conclure, j'ai une minute ? Oui, d'accord. Pour conclure, le gouvernement écossais se trouve aujourd'hui mis en difficulté parce qu'il se trouve confronté à deux questions qui restent encore en suspens. Quand demander l'organisation d'un second référendum d'indépendance et quelle position avoir sur un éventuel second référendum européen? La question d'un second référendum d'indépendance. En mars 2017, le gouvernement écossais a fait l'erreur de demander à Londres l'autorisation d'organiser un second référendum. Il n'a pas eu de réponse officielle, mais il a eu de réponse officieuse qui était non. Ce n'est pas le moment. Ce qui n'est pas un non définitif. Ce n'est pas le moment, voilà la réponse texto, ce qu'a dit Theresa May. Quelques mois plus tard, le gouvernement écossais s'est rétracté, d'abord parce que Theresa May n'a pas dit oui, et ensuite parce qu'il a perdu des sièges aux élections britanniques.
Et alors, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, elle a dit qu'à l'automne 2018, elle reviendrait avec un nouveau calendrier, avec une date de quand elle voudrait un nouveau référendum d'indépendance. Logiquement, si ça arrive cet automne, ça arrivera ce week-end. Donc je vous invite à suivre les médias, puisque ce week-end se tient le congrès du SNP, et tout le monde attend Nicola Sturgeon, qui est chef du parti, tout le monde attend une annonce sur un second référendum d'indépendance. La question d'un second référendum européen, vous savez peut-être qu'il y a une campagne aujourd'hui au Royaume-Uni pour l'organisation d'un nouveau référendum européen qui porterait non pas sur le principe du Brexit, mais sur l'accord final, sur le deal signé entre ou pas signé d'ailleurs, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors ça met le gouvernement écossais en difficulté. Parce que légitimer un second référendum européen, ça pourrait se retourner contre le gouvernement écossais dans le contexte d'un second référendum d'indépendance, où à ce moment-là, s'ils gagnaient un second référendum d'indépendance, on pourrait leur dire « oui, mais on peut revoter » sur la question de l'indépendance. Donc le gouvernement écossais ne veut pas d'un second référendum européen parce qu'il ne veut pas légitimer cette idée d'un second référendum sur une question constitutionnelle. Voilà, donc je terminerai en disant que les indépendantistes écossais sont très majoritairement pro-européens, ils sont non xénophobes et il faut donc, à mon sens, les voir comme des alliés potentiels, bien plus que comme une menace pour l'Union européenne. Mais il faut savoir que ce sont des alliés qui sont vraiment mis en difficulté par le Brexit, et notamment par leur impossibilité à peser sur les négociations européennes. Merci. Merci pour cette présentation. Je pense qu'en effet, même si ces deux mouvements ont suivi des trajectoires différentes, ils se regardent les uns aux autres, voire ils s'influencent, comme dans les cas du référendum du 9 novembre 2014, où les Catalans se sont influencés du bulletin de vote écossais. Bien. Donc on va passer à notre troisième intervenant, Alain Ducoff, qui va nous parler de l'attitude des populismes en Europe. Bonjour à tous et à toutes. En effet, je vais axer mon propos sur puisque j'ai compris que le colloque tournait autour vraiment de la question du rapport à l'Europe. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est le rapport de certains mouvements. Je dirais un mot rapidement des nationalistes, mais mes collègues ont déjà, en tous les cas à partir des exemples qu'ils ont utilisés, évoqué cette question, et je me concentrerai davantage ensuite sur les mouvements populistes. Alors, sur les nationalismes et sur les nationalistes, disons de disjonction, j'appelle ça un peu comme ça, pour éviter le terme séparatiste qui, en général, c'est vrai, a une connotation indéniablement négative et que les différents nationalistes catalans et autres récusent toujours, comme ils récusent d'ailleurs le terme régionaliste pour d'autres raisons, parce qu'ils ne le considèrent pas lié à l'idée de nation, donc un peu dévalorisant. Donc moi je préfère utiliser cette expression que j'ai forgée dans un de mes bouquins, c'est-à-dire les nationalismes de disjonction. Voilà, c'est des nationalismes qui veulent se sortir finalement d'un état dans lequel ils se trouvent actuellement. Et c'est vrai que ces nationalismes de disjonction, là je parle que du cas européen, puisque on peut en trouver ailleurs dans le monde, mais c'est pas notre propos ici, c'est vraiment l'Europe. Dans le fond, il y en a de deux types. Et là, je parle plutôt en effet des partis ou des mouvements en tant que tels, parce que ma collègue a dit très justement que, par exemple, pour le SNP, il y a la position officielle du parti, mais ça n'empêche qu'en effet, il y a une minorité qui n'est pas totalement négligeable quand même, qui a voté, par exemple, pour le Brexit. Donc là, je parle plutôt en termes d'appareil, en termes de position du parti, des partis prônant finalement des nationalismes de rupture. Dans le fond, il y a des pro-européens, il y a des anti-européens, pour faire vite. Alors les pro-européens, oui, ça a été, et c'est toujours c'était le parti catalan Convergence et Union qui a disparu depuis, puisqu'il a été englobé il a changé de dénomination, mais donc cette filiation un peu démocrate chrétienne finalement, mais en même temps séparatiste. Il y a le SNP qui est aussi un parti pro-européen, on l'a dit abondamment, et aussi le PNV, le parti nationaliste basque, qui est dans cette logique-là, toujours un peu avec le même argument. Mais
à mon avis, ce qui s'est passé en Catalogne montre que l'argument était fallacieux. Ce que personnellement j'ai toujours pensé, c'est-à-dire que l'argument c'est on va être pro-européen parce que finalement l'Europe à terme, c'était quelque chose qui était beaucoup à la mode il y a une quinzaine d'années, qui d'ailleurs qu'on n'entend plus guère, qui était l'Europe des régions, et que donc s'il y a une Europe des régions, dans cette Europe des régions, oui, des mouvements régionalistes, hein, appelons-les là aussi comme cela, ou des nationalismes de disjonction, pourront trouver leur accomplissement, leur épanouissement, et donc il n'y a pas de contradiction finalement entre le projet indépendantiste et le projet pro-européen. Là où je dis que le président catalan montre que ça ne marche pas tout à fait, c'est qu'en effet, les Catalans, enfin ceux qui ont engagé le processus de sécession, l'ont fait, à mon avis, avec une croyance totalement naïve et avec une absence totale de sens politique, en pensant que l'Union européenne, qui est une union d'États, allait soutenir un projet qui est un projet de rupture, qui n'est pas seulement un projet de rupture qui menace l'Espagne, mais qui menace potentiellement tous les États, en tous les cas. Pas le Luxembourg, ok, je vous l'accorde, mais qui peut menacer la Slovaquie, qui peut menacer la Roumanie, qui peut menacer d'autres États de l'Union européenne. Donc évidemment, il y a quelque part un syndicat des États, et c'est pas surprenant. Les États se soutiennent entre eux, et ils ne verraient pas pourquoi ils soutiendraient un mouvement de rupture à l'intérieur d'un autre État de l'Union. D'où en effet ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait que les Catalans se sont trouvés finalement un petit peu le bec dans l'eau, sans aucun soutien extérieur. Donc les nationalistes pro-européens, ok, mais il y a aussi pas mal de nationalistes de disjonction qui sont anti-européens, ou en tous les cas qui ne sont pas pro-européens. On peut citer le Sinn Féin en Irlande, on peut citer la branche radicale du mouvement indépendantiste basque dans tous les avatars de Herri Batasuna, qui soutenait l'ETA pendant longtemps, tant que l'ETA existait. On peut aussi évoquer les indépendantistes corses de la veine un peu de Talamoni. Je ne parle pas de Simeoni qui représente l'autre versant autonomiste, mais les indépendantistes corses, tous ces groupes-là qui se réunissent en général, souvent d'ailleurs à Corté, à la mi-août, ils ne sont pas pro-européens en ce sens-là. Ils ont une vision qu'on pourrait qualifier un peu rapidement, un peu de socialisante, hein, et ils sont, comme ce que vous avez pu dire sur un des courants en Écosse, contre une Europe qu'ils perçoivent, évidemment il y a une part de rhétorique là-dedans, mais comme libérale, et finalement c'est pas l'Europe des peuples véritablement, voilà, c'est une autre Europe, et nous ne la voulons pas. Donc eux ils ne sont pas dans cette logique pro-européenne ou même neutre, ils sont plutôt anti-européens, critiques dans tous les cas de l'Europe telle qu'elle existe. Alors, j'en viens à une partie que je développerai davantage, c'est les mouvements populistes. Alors, les mouvements populistes, c'est évidemment autre chose. Une partie de ces mouvements populistes sont aussi des mouvements nationalistes. Mais ce n'est pas le même type de nationalisme. C'est un nationalisme qu'on pourrait dire un nationalisme qui défend finalement les États tels qu'ils existent. Alors un petit mot rapide, je ne vais pas vous embêter avec les définitions, mais c'est vrai que les universitaires ne peuvent pas s'empêcher de donner quelques définitions pour essayer de cadrer leurs propos, donc je vais rester dans cette logique, parce que bon, c'est vrai que depuis 7-8 ans, il y a eu pas mal de littérature en français, en anglais, dans d'autres langues aussi, sur la question du populisme. Il n'y a pas de définition qui unira tout le monde, loin de là. Mais je dirais qu'il y a quand même quelques caractéristiques qu'on peut retrouver dans les différents mouvements populistes tels qu'ils existent, en tous les cas aujourd'hui en Europe. Alors c'est quoi ce populisme-là? Bon, évidemment, le terme le dit lui-même, hein, c'est un appel au peuple, sans qu'on précise exactement ce que c'est le peuple, ce qui donne justement une force, à mon avis, au populisme. C'est précisément l'imprécision du terme peuple qui sert les populistes. Donc c'est un appel au peuple dans une logique de lien direct finalement entre les leaders et ce peuple. Quand je dis lien direct, et ça évidemment c'est quelque chose qui va frontalement à l'encontre du projet démocratique tel qu'il s'est développé au cours du XIXe siècle et au-delà, ils sont fondamentalement contre tout ce qui peut être de l'ordre de la médiation entre le peuple et les dirigeants. Donc c'est vrai qu'on trouve souvent une critique non seulement du parlementarisme, mais des corps intermédiaires de façon générale. Parce que finalement, tous ces corps intermédiaires qui parfois peuvent avoir un rôle plus ou moins occulte d'ailleurs, finalement brouillent
le lien direct entre le leader, les leaders et le peuple. Donc tous ces populismes partagent au moins cette dimension-là. Ils sont contre les logiques d'intermédiation, disons, et donc souvent hostiles à la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et parallèlement, ils sont aussi hostiles, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pour les populistes qui sont au pouvoir, parce qu'il y en a qui sont au pouvoir, comme vous le savez, en Europe, soit tout seul, soit avec d'autres. C'est finalement ce dont il a été question, entre autres, dans la table ronde précédente, ils sont contre les logiques de séparation, c'est-à-dire entre les trois pouvoirs, tels que Montesquieu et d'autres les ont théorisés, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, surtout le judiciaire d'ailleurs, parce que c'est celui qui, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, n'a pas une légitimité directement populaire, ça c'est indéniable. Donc ils sont assez hostiles aussi à cette logique de séparation finalement verticale entre ces trois ordres, et je dirais que cette combinaison entre le rejet de la séparation et en même temps le refus de l'intermédiation est vraiment ce qui caractérise le populisme et en particulier la vague que nous connaissons actuellement. Alors comment ces populismes, je vais essayer de voir ça un petit peu pas sur des cas concrets, même si je citerai quelques exemples ici et là, se situe-t-il par rapport à l'Europe? Je dirais qu'il faut bien voir contre quoi ils sont. Évidemment, le raccourci qu'on utilise souvent, c'est les populistes sont anti-européens. Je dirais qu'ils sont contre l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle continue, vaille que vaille, à fonctionner. Ça, c'est assez certain, et j'en donnerai quelques exemples. Mais, et ça c'est la deuxième partie de mon propos, ils évoquent un autre type d'Europe qu'il s'agirait de construire ou de faire renaître, comme on voudra, mais vous comprendrez en fonction de ce que je dirai. Alors, contre quel type d'Europe sont-ils? C'est très clairement, je dirais, l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite depuis des décennies, et certainement encore davantage depuis les développements qu'elle a pu connaître depuis 1992, et par la suite, évidemment, lorsqu'il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. Alors, je n'ai pas vérifié de façon systématique, mais pour ceux que je connais, en tous les cas, grosso modo, ils ont tous été appelés à voter non dans ces référendums, quand il y a eu évidemment des référendums dans les pays en question, ce qui n'a pas été le cas partout en Europe, comme on le sait, puisqu'il y a eu beaucoup d'adoptions de ces textes qui sont passés par la voie parlementaire. Donc, contre ce type d'Europe, indéniablement, ils sont contre l'approfondissement de l'intégration, ils veulent même revenir de ce point de vue-là très clairement en arrière, et je dirais qu'il y a deux raisons, à mon avis, centrales dans cette opposition. La première raison, c'est l'opposition à tout ce qui peut ressembler à des logiques supranationales. Donc, en ce sens-là, bien sûr, les populistes sont des souverainistes. Mais tous les souverainistes ne sont pas nécessairement populistes. Je pense que là, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tous les populistes sont, oui, des souverainistes. Ils considèrent que, dans le fond, l'État-nation, c'est le lieu fondamental et unique, finalement, du politique. Et pas seulement cela. Dans la logique, en tous les cas, des populistes de droite, les populistes de gauche, c'est un peu autre chose, mais ils sont beaucoup plus minoritaires. Dans la logique des populistes de droite, c'est pas seulement le lien politique. Il est très clair que quand ils font référence au peuple, c'est aussi à une culture nationale qu'ils évidemment réifient quelque part, qu'ils substantialisent indéniablement, mais c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire la nation qui est quelque part toujours invoquée aussi derrière le peuple, c'est le lien politique, mais c'est aussi un lien finalement fondé sur une identité culturelle forte. Donc ça les fait évidemment s'opposer à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à du supranationalisme. La seconde raison de leur opposition à ce type d'Europe, c'est qu'ils sont finalement opposés au modèle normatif, qu'on pourrait dire, d'une sorte de standard européen à l'échelle du continent. Il a été question dans la table ronde précédente, par exemple, de la Charte des droits fondamentaux, qui
qui doit être respecté par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, évidemment, ils sont totalement opposés à ce type de texte, comme ils sont, on peut l'imaginer, opposés à tout ce qui peut ressembler à la Cour de justice, qui peut être critiquable d'ailleurs pour d'autres raisons, hein. On en a vu quelques aperçus là aussi au cours du débat précédent. Mais voilà, toute cette armature institutionnelle qui existe, toutes ces références à des textes qui dépassent finalement le cadre strictement national, sont rejetés par les mouvements populistes. En même temps, il faut bien voir que les positions individuelles de tel ou tel mouvement ont pu être variables avec le temps. Il y a finalement assez peu de populistes qui sont finalement dans une logique du Brexit, c'est-à-dire pour un retrait pur et simple de l'Union européenne. Dans le fond, la plupart s'accommoderaient d'une union qui serait essentiellement une zone économique. Une zone économique de libre-échange, ça leur pose pas de problème particulier. Le reste, évidemment, tout le reste, c'est beaucoup plus problématique. Bon, si on regarde par exemple la position du Front National devenu Rassemblement National, bon, on sait que dans la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait défendu l'idée d'une sortie de l'euro. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils reviennent, en tous les cas, avec le départ de Philippot, sur cette position, en adoptant une position beaucoup plus, pouvant accepter finalement la logique du maintien de l'euro. Idem pour le FPE en Autriche, où on a vu le même type d'évolution. Mais on peut aussi avoir des évolutions dans l'autre sens. Si on regarde la position de la Ligue du Nord, qui est devenue la Lega en Italie, au départ, quand je dis au départ, là je parle déjà d'assez lointainement, c'est-à-dire le milieu des années 1980, début des années 90, la Lega à ce moment-là était, je dirais, pas hostile à l'Europe et à l'Union européenne telle qu'elle existait, parce qu'elle pensait, dans la logique que j'ai évoquée à propos des nationalismes de disjonction, que l'Europe pouvait être un atout dans une logique de sécession, parce que la Lega de l'époque, dirigée par Umberto Bossi, était d'avis qu'il fallait se séparer du sud de l'Italie. C'était ça leur projet à l'époque. C'était un projet qui a parfois été un peu flou, mais en tous les cas qui a oscillé entre l'autonomisme et l'indépendantisme. Et à cette époque-là, la Lega était plutôt pro-européenne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, elle a muté avec Salvini et elle s'est transformée et elle s'est déjà transformée parce qu'elle est plutôt dans un projet qui est désormais italien, hein, plus que strictement padan, si je puis dire, P-A-D-A-N, lié à la Padanie, donc la plaine du Pô. Mais du coup, ils sont devenus aussi plus critiques sur l'Europe. Vous voyez, donc ce renversement d'un même mouvement est assez intéressant parce que dans le fond, ça veut dire qu'ils s'adaptent aussi aux conjonctures politiques. Ils n'ont pas une position figée, gravée dans le marbre, ce qui en effet confirme que le populisme, fondamentalement, à mon sens, est plus finalement un style, une rhétorique que véritablement une idéologie. Et il y a des principes de base, j'en ai donné quelques éléments, mais finalement, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Sinon, après, on s'adapte en fonction des évolutions des contextes pour tout simplement gagner le pouvoir, gagner les élections. Donc, ça c'est pour le volet opposition à l'Europe, disons, telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais le point de vue, à mon avis, intéressant, c'est que les populistes sont quelque part pro-européens, mais ils sont pour une autre Europe. Je dirais qu'ils défendent finalement ce que parfois certains d'entre eux appellent un projet de civilisation européenne. Et ce projet de civilisation européenne, il n'est pas institutionnel. Il repose sur autre chose, il repose sur un certain type de contenus qui ne sont d'ailleurs pas identiques, hein, on va le voir dans un moment, qui donneraient du contenu, de leur point de vue, à cette fameuse civilisation européenne. Parce qu'il y a une différence, en fait, il y a un clivage assez important, à mon avis, dans les mouvements populistes européens, dans ce rapport à qu'est-ce que ce serait cette civilisation européenne.
Alors, même si, on le verra à la fin, il y a un point commun aussi. La différence, c'est que, par exemple, si vous regardez le Parti de la Liberté, hein, qui est le parti néerlandais de Geert Wilders, qui existe depuis déjà pas mal de temps, on voit dans ce parti à la fois une critique véhémente de l'islam, hein, au nom du fait, précisément, qu'il est l'antithèse de ce que eux perçoivent comme la civilisation européenne. Et c'est quoi cette civilisation européenne de leur point de vue? Et ça peut peut-être être un peu surprenant a priori quand on pense aux populistes. On va penser populisme égale conservateur. Mais là aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si vous regardez, en tous les cas, le parti néerlandais, il n'est pas conservateur sur les questions sociales du tout. Hein, parce que pour lui, le cœur de la civilisation européenne, c'est quoi? C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Or, qu'est-ce qu'il va dire, Wilders? Il va dire, l'islam, il est contre cette égalité. Donc, il n'est pas dans ce sens-là dans le projet de civilisation européen. Idem, Wilders est favorable au mariage gay. Alors que, évidemment, vous allez trouver des courants, y compris dans l'islam néerlandais, qui sont évidemment hostiles à cela. Donc, sur le plan sociétal, ce courant, il est anticonservateur. Très clairement, il est anticonservateur, il est libéral sur le plan sociétal, au nom de ce qu'ils perçoivent précisément une civilisation européenne qui a clairement un adversaire, c'est l'islam sous toutes ses facettes. Le Rassemblement national, ça me permettra justement la transition avec le deuxième courant majeur, c'est un peu un mixte. Parce que vous avez en tous les cas eu au cours des dernières années la montée d'un discours dont Marine Le Pen a été aussi le porte-parole, qui finalement défend la laïcité, là aussi contre l'islam, et défend la laïcité comme un projet français. Ça me paraît intéressant, un projet français qui quelque part fait partie de l'identité de la France. Donc ça, c'est un courant qui existe au Rassemblement national, mais vous avez un autre courant qui est différent, qui lui va insister sur la dimension catholique de l'identité nationale et par-delà l'identité nationale, de l'identité européenne. C'est-à-dire que dans le fond, et là on fait le lien avec ma deuxième école populiste, si je puis dire, c'est que l'Europe c'est quoi? C'est les racines chrétiennes. Ou parfois, ce qu'on trouve aussi, les racines judéo-chrétiennes. Mais en tous les cas, il n'y a pas de place pour l'islam dans ce projet, ça c'est clair. Et ça, c'est la transition sur le deuxième courant qu'on voit beaucoup plus en Europe de l'Est, et qui est bien représenté par les frères Kaczynski, qui sont donc les promoteurs du parti Droit et Justice en Pologne, qui est au pouvoir depuis quelques années. Le discours finalement sur qu'est-ce que c'est à la fois la polonité et aussi par-delà la polonité, l'Europe, c'est très clairement la catholicité. C'est-à-dire, en ce sens-là, on n'est pas du tout dans le registre de Wilders, où on va défendre le mariage gay, etc. Au contraire, on va le combattre au nom d'un projet de civilisation européenne, qui est un projet finalement traditionnaliste, quelque part, où l'unité de base, par exemple, c'est évidemment la famille, et où on peut, à la limite, même tolérer aussi certaines inégalités entre hommes et femmes. Donc là, si vous voulez, c'est un autre courant, c'est-à-dire qu'on va aussi rejeter. Là, au moins, il y a une unanimité, c'est clair que le point de focalisation, de rejet, c'est l'islam. Simplement, d'un côté, on va le rejeter au nom d'une sorte de libéralisme sociétal, alors que là, on va le rejeter au nom d'un traditionnalisme catholique. Et quelque part, en tous les cas, la conclusion de ce point de vue-là est la même. Le projet de civilisation européenne est un projet finalement fondé quelque part sur une identité spécifique à l'Europe. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans l'institutionnel. On est dans un autre type de discours qui essaye de mobiliser. Qui mobilise quoi dans le fond? Qui mobilise beaucoup d'affect, qui mobilise beaucoup d'émotions, beaucoup de peur aussi, bien évidemment. Et malheureusement, on voit que quelque part, ça marche quand même auprès d'une partie de l'électorat. Donc la conclusion, elle sera assez brève. Comment quelque part, l'Europe, ou en tous les cas ceux qui défendent un projet européen, qui serait un projet, je dirais, ouvert, de société ouverte, peuvent répondre à ce défi des populistes qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, et en tous les cas pas uniquement avec des bonnes paroles. Eh bien, ça suppose quoi, de mon point de vue? Ça suppose la refondation d'une communauté politique européenne, et donc finalement, à terme, la constitution d'un peuple européen.
Parce que pour aujourd'hui, il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples français, allemands, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de peuple européen, c'est clair. Donc, c'est peut-être un projet, je dirais qu'il faut se dépêcher de le réaliser, parce que si on n'avance pas dans cette logique-là, il ne faut pas s'étonner que les populismes, eux, vont continuer à croître, parce qu'ils auront beau jeu de mobiliser un peuple qui, quelque part, existe d'ores et déjà. C'est le peuple, entre guillemets, national, quel que soit le contenu qu'on va donner au terme nation. Mais ce peuple-là, je dirais, il existe. Il est dans un État, il est dans des frontières, il est repérable, quelque part. Le peuple européen, il est beaucoup plus évanescent. Donc, le combat, évidemment, quelque part, est inégal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mener, mais il faut avoir conscience des difficultés. Merci beaucoup pour cette complète intervention. Je vais donner la parole à Monsieur Lavie. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai la chance d'intervenir en dernier. Je vais pouvoir m'appuyer sur les interventions des uns et des autres, tout simplement. Et ce, à travers, finalement, 6 points, 6 remarques qui se veulent transversales et qui, je l'espère, feront réagir. Premier point, mais qui certainement a été évoqué ce matin, finalement, la question de la solidarité européenne, on en a parlé, elle a été au cœur des crises auxquelles l'Union européenne a été récemment confrontée. Et pourtant, la question, le principe de la solidarité européenne, c'est un principe qui est à la base de la construction européenne. Donc il y a eu un effet révélateur de ces crises, et c'est peut-être un bon côté des crises à la fois financières, migratoires, etc., en ce sens où finalement on a dû se poser les questions existentielles qui sont à l'origine d'un processus politique qui souffre précisément d'un déficit de sens politique. On ne se pose plus la question de savoir vers où et pourquoi nous coopérons ensemble, et ces crises nous ont poussés politiquement, intellectuellement, à nous reposer des questions qui avaient été non pas tranchées, mais en tout cas au moins posées à l'origine de la construction européenne. Il suffit ici de rappeler un certain nombre de non pas de déclarations, mais des propos tenus par les pères fondateurs de la construction européenne, notamment dans la déclaration Schuman du 9 mai 1950, où précisément l'idée, la notion de solidarité est au cœur du projet originel. Dans cette déclaration, nous retrouvons notamment cette phrase significative sur le processus d'intégration tel qu'il est imaginé au départ. L'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est une idée que les spécialistes du droit européen ou de la politique européenne connaissent, l'idée de solidarité de fait. C'est une notion qu'on a retrouvée dans le préambule du traité CECA, c'est-à-dire le premier marché commun et le premier jalon de la construction communautaire. L'autre figure des pères fondateurs, Jean Monnet, confirme dans ses mémoires que, dans leur esprit finalement, ces pères fondateurs estimaient que la communauté, je cite, avait un objet limité ou solidarité inscrite dans les traités, et nous avions toujours pensé que ces solidarités en appelleraient d'autres, et de proche en proche entraîneraient l'intégration la plus large des activités humaines. On retrouve là l'essence même de ce qu'on appelle la théorie des petits pas ou la démarche fonctionnaliste, la méthode fonctionnaliste, au cœur de laquelle, finalement, il n'y a pas que des éléments purement techniques, il y a une idée clé, celle de la solidarité européenne. Ceci étant dit, et au-delà donc de cette consubstantialité qu'il y aurait entre intégration européenne et solidarité européenne, nous sommes confrontés à ces phénomènes dits de séparatisme, de populisme et de nationalisme, qui ne constituent pas 3 catégories homogènes. Ça a été rappelé de différentes manières, tant sur le plan, je dirais, théorique que sur le plan strictement politique, au sens des forces qui en sont constitutives. J'y reviendrai. Mais ce qui est intéressant en tous les cas, c'est que ces 3 phénomènes finalement révèlent au moins un phénomène de fond qui s'inscrit dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui de la globalisation. Et quel est ce phénomène? C'est celui d'une réaction. Ces 3 phénomènes, en effet, selon moi, relèvent ou procèdent d'une logique non pas réactionnaire, mais en tous les cas, une logique qui relève de la réaction à la globalisation, à travers notamment
la réactivation de l'attractivité et de la pérennité de la condition étatique. L'État n'est pas mort, non seulement l'État n'est pas mort, mais son modèle, le modèle de l'État-nation souverain, garde toute sa pertinence dans un contexte où précisément il est contesté. Il y a là une tension, voire un paradoxe, qui révèle toute la force de cette idée qu'est l'idée d'État. Et j'en profite du même coup pour interroger une notion qui a été soulevée lors de la précédente table ronde et qu'on a repris ici, c'est l'idée de souveraineté européenne. Ça a été rappelé aussi, c'est une idée qui peut choquer les universitaires en général et les juristes en particulier, parce que penser une souveraineté sans démos européen, sans peuple européen, et penser une souveraineté européenne en l'espèce sans organisation qui aurait la compétence de la compétence, c'est-à-dire la capacité de définir ce qu'elle a le droit de faire ou pas, puisque, rappelons-le, l'Union européenne, son champ de compétence, il est défini par les États, qui en sont constitutifs, et non pas par elle-même, eh bien, cette souveraineté européenne n'a pas de sens, d'une certaine manière. Elle en a, naturellement, dans le discours politique, mais il convient là de mettre en garde les uns et les autres sur, finalement, l'usage de certaines notions, certaines catégories qui peuvent prêter à confusion. On y reviendra certainement aussi. Je parlais de confusion, c'est mon troisième point. Un peu dans la continuité de cette idée de souveraineté européenne et de ce qu'elle révèle, on assiste aussi aujourd'hui à une tentative de polarisation du débat politique européen en général et de la reconfiguration politique européenne en particulier autour d'une opposition entre d'un côté les nationalistes et de l'autre les progressistes, pour reprendre les termes employés par notre propre président de la République. Or, ce que vous avez dit les uns et les autres, déjà souligne combien ces deux catégories comprennent finalement des forces qu'on a du mal finalement à inscrire dans un bloc monolithique parce qu'elles sont contradictoires dans leur rapport à l'Europe, et donc il n'y a pas d'homogénéité. Et surtout, il est difficile de résumer la crise existentielle de la construction européenne à une opposition entre d'un côté des nationalistes et de l'autre des progressistes. D'ailleurs, pour être, je dirais presque plus sociologiquement précis, la carte électorale qui est ressortie du référendum Brexit révèle un autre type de clivage, je dirais, qui apparaît plus évident, un clivage qui reposerait a priori sur un critère plus socio-territorial et un clivage qu'on a retrouvé ailleurs lors d'autres scrutins nationaux, électoraux, y compris, je dirais, aux États-Unis. Ce qui me permet d'ajouter cette petite remarque, notre sujet est loin d'être proprement européen. C'est un sujet finalement qui se pose pour l'ordre international lui-même, ou dans le cadre de l'ordre international et sa reconfiguration. Et dire cela, en tous les cas s'agissant de la limite d'une telle, quant à la démarche consistant à essayer de reconstruire l'Europe politique à travers une opposition binaire, telle qu'elle nous a été présentée, cette limite, elle me tient à cœur parce que finalement, elle permet de souligner aussi le spectre qui consisterait à considérer que la responsabilité de la crise européenne reposerait sur certains en particulier, sans reposer finalement sur un être collectif qui soit étatique ou proprement européen en pensant à l'Union européenne. Je veux dire par là que la responsabilité, le principe de responsabilité, y compris au sens démocratique du terme, doit être pensé peut-être ici au niveau collectif et non pas au niveau strictement individuel. Sinon, à mon avis, on ne comprendrait pas les blocages institutionnels et politiques auxquels l'Union est elle-même confrontée. Il suffit ici d'illustrer ce propos par la crise dite migratoire, qui est en fait une crise politique européenne, et comment finalement cette crise révèle le lien entre deux notions, deux idées qui apparemment sont contradictoires. C'est l'idée de solidarité et celle d'efficacité. Souvent, l'Europe est accusée à la fois de ne pas faire montre de solidarité et
de ne pas faire montre d'efficacité. Et précisément la crise, l'incapacité européenne à trouver des solutions à cette crise révèle le lien entre solidarité et efficacité, et non pas l'opposition. Solidarité et efficacité ne s'opposent pas. Au contraire, la solidarité apparaît comme une condition de l'efficacité de l'action européenne en la matière. Ici, j'ajouterai quelques éléments. Premièrement, la politique européenne du droit d'asile a révélé précisément un défaut à la fois de solidarité et d'efficacité. Le système de Dublin a montré ses insuffisances dans la mesure où finalement, et c'est là où je parle de responsabilité collective, on a laissé aux pays de première entrée dans l'Union européenne la charge d'examiner les demandes d'asile en abandonnant d'une certaine manière aux seuls États frontières de l'Union européenne la responsabilité politique, administrative et, j'allais dire, opérationnelle de gérer les flux de demandeurs. Et à ce défaut de solidarité, c'est ajouter un défaut d'efficacité, à savoir le résultat de ce type de dispositif, puisque les demandeurs qui auraient dû être reconduits dans le pays de leur première entrée ne l'ont été concrètement que très rarement. Ce système a aussi créé un système qu'on pourrait qualifier d'irrationnel sur le plan à la fois bureaucratique et politique, puisqu'une même demande a des chances très inégales, très variables en tous les cas, d'aboutir selon l'état dans lequel elle est formulée, selon l'origine du demandeur, voire selon la date à laquelle elle est déposée. Autrement dit, l'Union européenne, au sein même de l'Union européenne, la Convention de Genève, qui régit finalement le statut des réfugiés, donne lieu à autant d'interprétations que d'États membres. C'est en cela que solidarité et efficacité devraient se conjuguer et non pas s'opposer. Enfin, ce système, que je viens de rappeler en quelques mots, nous amène à s'interroger sur ce qu'on appelle la solidarité européenne et en quoi elle consiste finalement. Puisque, si on a bien compris, elle consiste ici à demander à des États tiers de bloquer sur leur territoire des demandeurs d'asile, migrants, qui y transitent. Ce via des accords entre l'Union européenne et notamment la Turquie. Or, ce type d'accord, dit de stockage des demandeurs, finalement, ont certes permis de réduire les flux migratoires, c'est vrai, mais il consiste finalement à un transfert de responsabilité. Et la solidarité européenne se transforme en idée opposée ou contraire à une certaine représentation de la solidarité internationale. Il y a là aussi quelque chose d'existentiel dans le projet européen et dans la manière dont on répond aux défis migratoires. Cinquième point, et pour revenir au cœur peut-être de ce triptyque, séparatisme, nationalisme, populisme, et de l'autre l'intégration européenne, j'y vois aussi un rapport paradoxal entre d'un côté ces phénomènes et de l'autre la chose européenne. Ça a été dit de différentes manières ici, notamment parce que ces trois phénomènes recouvrent finalement des réalités différenciées et donc un rapport à la construction européenne différencié. Mais plus largement, le populisme comme le nationalisme, finalement, conjuguent à la fois un discours de trop d'État et un discours de trop peu d'État. Et ça, parfois même au sein de la même force politique. Parce que ce n'est pas seulement au sein des blocs nationalistes ou populistes. Au sein de la même partie, vous pouvez avoir les deux discours en même temps. Trop d'Europe, pas assez d'Europe. C'est ce qui nourrit notamment les contradictions et les difficultés stratégiques de certaines forces politiques. On l'a noté au moment où le président Orban a rencontré le ministre de l'Intérieur italien Salvini. Derrière les sourires de façade et les poignées de main, il y avait en vérité des contradictions discursives qui pointent peut-être la limite de leur rapprochement. Mais d'un côté, on a bel et bien un discours portant sur le pas assez d'Europe, du fait de la stigmatisation des démonstrations de l'impuissance européenne dans son rôle protecteur ou du moins régulateur dans un contexte de globalisation dans lequel l'Europe apparaît plus comme un espace sans frontières intérieures, certes, mais aussi sans frontières extérieures. Une Europe qui est
apparaît également, toujours dans ce contexte de globalisation, comme un espace de compétition et de mise en concurrence de ses propres États, de ses propres salariés et de ses propres entreprises. Un espace donc de compétition plus qu'un espace de cohésion, d'harmonisation et de solidarité. Donc vous avez cette dimension-là, et certains me diront « Ah, mais on reconnaît ici peut-être le discours populiste de gauche ou nationaliste de gauche ». En vérité, vous retrouvez cette teinture-là chez un certain nombre de forces politiques transpartisanes. Et dans le même temps, on a ce discours de trop d'Europe, du fait de la série de transferts de compétences qui a donné in fine le sentiment à un certain nombre de l'absence de souveraineté réelle ou substantielle. C'est-à-dire, certes, les États demeurent souverains parce qu'ils décident librement de transférer les compétences, mais finalement, qu'est-ce qu'ils leur laissent concrètement comme liberté pour mener les politiques qu'ils souhaitent, y compris en matière migratoire, y compris en matière budgétaire, etc., etc. Et on a là, donc, une tendance lourde de réapparition de la frontière, de la nation, de la souveraineté comme élément constitutif du nouvel ordre européen. Il me reste du temps, j'ai terminé. Et puis je conclus donc sur une dernière tension, voire pas forcément une contradiction, quelque chose d'intéressant, à savoir que l'Europe est également confrontée aujourd'hui face à ces phénomènes, à sa capacité finalement à assumer son système de valeurs. De quoi je parle? Je parle tout simplement du fait que l'Union européenne, d'un côté respecte par principe l'idée d'autonomie constitutionnelle de ses États membres au nom du respect de la souveraineté de ses États membres, et c'est notamment consacré par l'article 2 du traité UE qui consacre lui-même la reconnaissance de l'identité nationale. Attention, dans le sens des traités, l'identité nationale, c'est d'abord le respect des institutions politiques, de l'organisation politique des États, et dans le même temps, l'Union européenne a développé un dispositif de contrôle et de sanctions à l'égard de ses États membres dans le cas où ces derniers violeraient les valeurs communes européennes. Et là, c'est le dispositif de l'article 7, que tout le monde connaît à peu près maintenant, grâce à la Hongrie et à la Pologne, et qui porte, qui incarne précisément cette tension entre le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, d'une certaine manière, au nom de la souveraineté des États membres, et de l'autre, au contraire, au nom de l'idéal de l'intégration européenne, une volonté de s'immiscer dans les affaires intérieures de ces États membres. C'est tout simplement la nature de la construction européenne qui est ici en jeu. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Et c'était très intéressant les rapports entre la solidarité et efficacité. Est-ce qu'on aurait ici? Est-ce qu'on a le temps pour donc, si on a 3 petites questions du public, la salle. Sinon, vous voulez rajouter un Non, c'est juste le risque lorsqu'on donne la parole en dernier à un juriste. Okay. Il y a une question là. D'après ce que je sais, les deux États ne sont pas dans la même situation du point de vue procédural, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que derrière ces procédures de sanctions qui ont été initiées, il y a aussi les limites de ces procédures qui sont révélées. C'est-à-dire que d'un côté, l'Europe essaye d'assumer effectivement, via des procédures juridiques et institutionnelles, finalement, le respect des valeurs communes, et de l'autre, finalement, ces procédures de sanctions, de contrôle et de sanctions, placent in fine les États en position d'arbitre. Même si la Commission européenne et le Parlement européen ont des prérogatives qui leur permettent d'enclencher ces procédures, in fine, c'est aux États de trancher, des États ensemble, notamment au sein du Conseil de l'Union. Le problème, c'est que déjà,
c'est rare à l'échelle internationale, il y a une tradition diplomatique qui font que les États ont beaucoup de mal à tenter de faire sanctionner l'un de leurs pairs, PARS, par une instance tierce précisément. Ça ne se fait pas. Et de l'autre, naturellement, si on va au bout de la procédure, il y a un risque politique de fragmentation, parce que voire d'enclenchement en tout cas de la mobilisation d'un discours qui relève presque du chantage politique, puisque quoi qu'il en soit, le précédent que représente le Brexit est maintenant présent dans l'esprit des acteurs gouvernementaux européens, et naturellement le chantage au Brexit, ou pour la Pologne ou la Hongrie, risque de se concrétiser à un moment donné si la procédure devait se confirmer. On en revient précisément au fait que les États ne sont pas exclus d'une telle décision. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Et puis les Polonais comme les Hongrois ne sont pas isolés chacun de leur côté. Il y a à la fois une tentative de constituer précisément des blocs interétatiques, ce que eux tendent à réaliser, ce que notre président tente également de constituer, mais il a l'air d'avoir un peu plus de mal. Mais ce qui est intéressant là, c'est que précisément, on va voir si le passage historique et progressif des décisions de l'unanimité à la majorité qualifiée pourrait permettre précisément de trancher ce type de décision. Sauf que, encore une fois, même si d'un point de vue technique et procédural, de telles décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée, le coût politique est tel qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être décidé via de telles procédures européennes. Merci beaucoup. On aurait une autre question ? La question est compliquée puisque il ne faut pas confondre ce qui était la structure de l'Union européenne et des pays qui n'y appartenaient pas. Mais oui. Par rapport aux questions d'autodétermination, l'ONU est très claire. Il faut des conditions d'oppression, des conditions de décolonisation ou effectivement un risque génocidaire. Donc, je dirais, pour ce qui concerne les mouvements à l'intérieur de l'Europe, la difficulté que l'on a, c'est, j'allais dire, le problème des conditions de vérification de l'expression démocratique des peuples. Et là, on rejoint et ce qui s'est passé en Catalogne et ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je vous ai dit pseudo-référendum. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec cette analyse. J'ai dit ce qui fait que le résultat est contestable d'un point de vue politique et juridique. Mais sur le référendum du Brexit, qui lui est parfaitement clair, enfin je veux dire, il n'y a pas de difficulté sur la reconnaissance du résultat, on ne peut pas ne pas se dire que la campagne qui a été complètement biaisée ou sur le point aveugle des conséquences, on n'en parlait pas et ça a été le numéro sinistre de Nigel Farage après le résultat en disant on a raconté n'importe quoi. Et ça participe de ce problème de la vérification de l'expression démocratique des peuples. Et ça, c'est une question qui renvoie non plus au texte, mais j'allais dire à une éthique de la pratique politique, me semble-t-il.
Oui, mais alors, pour le cas de la Catalogne très précisément, on a vu tout à l'heure la carte du référendum pour le Brexit de l'Écosse. Si un référendum devait avoir lieu sur l'indépendance de la Catalogne, il faudrait que l'ensemble des Espagnols soient consultés. C'est comme dans une copropriété, c'est une partie commune, et ben voilà, les règles de copropriété fait que tout le monde doit être consulté. Existe-t-il un peuple catalan? Alors maintenant, effectivement, une nation catalane. Les Catalans disent que oui, il existe une nation catalane. La Constitution espagnole ne reconnaît pas la nation politique catalane. Elle reconnaît la nation culturelle catalane, mais pas la nation politique. Et le risque que l'on aurait dans le cadre d'un référendum façon Brexit, c'est que vous pourriez très bien avoir une carte électorale où les Espagnols, en ayant assez de l'affaire catalane, votent majoritairement pour l'indépendance de la Catalogne, sauf en Catalogne. Et qu'est-ce qu'on fait? Même chose en Corse, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Quand, à ce moment-là, on se retrouve avec le problème à l'envers, où on est en train de dire aux Catalans, on n'a plus envie de vous. Alors, les choses, c'est purement théorique, mais on aurait à nouveau compliqué le problème. Et moi, je dois dire, juste sur la question catalane, le nationalisme catalan se présente comme culturel, et catalan, celui qui parle catalan. On a d'autres exemples dans l'histoire où le nationalisme est d'origine culturelle et termine ethniciste et génocidaire. Alors je ne veux pas dire que le nationalisme catalan a vocation à devenir génocidaire, mais ethniciste, oui. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à la salle et merci encore à Sinopia. Un peu tardive pour essayer de vous dire quelques mots en conclusion de cette première journée de colloque. J'espère que vous m'entendez bien. Quand on m'a demandé de clôturer cette première journée avec un titre tel que celui-là, une solidarité européenne est-elle encore possible? J'ai eu un peu l'impression que c'était une manière un peu politiquement correcte de se poser la question de la survie de la construction européenne. Effectivement, c'est probablement de cela dont il s'agit aujourd'hui. Mais quand même, puisque solidarité est dans le mot, je voulais utiliser mes propres références. Et l'un des intervenants tout à l'heure rappelait la déclaration de Robert Schuman, le 9 mai 1950, qui mérite d'être rappelée dans son intégralité, parce que finalement, elle expose la stratégie de la construction européenne, mais elle montre aussi sa fragilité. Ou sa difficulté actuelle. Parce qu'elle dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Et toute la stratégie de la construction européenne, elle est là, mais finalement la fragilité aussi, parce que qu'est-ce que ça veut dire les solidarités de fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Et puis pour moi, qui ai habité pendant longtemps en Pologne, solidarité, c'est bien entendu aussi ce badge rouge et blanc et ce mot Solidarność qui voulait aussi dire liberté pendant tant d'années et qui, en Pologne, a toujours été lié à la liberté, justement. Et je crois que c'est important de lier les deux parce que la réunification de l'Europe, elle doit rester. Quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les inquiétudes qu'on peut avoir sur la cohésion de l'ensemble, je crois que ce qui a été fait après 89 doit être maintenu. La question de la solidarité, elle n'est pas non plus, elle est essentielle par rapport à la construction européenne dans la mesure où finalement c'est souvent dans le cadre d'une nation que les citoyens acceptent d'être solidaires ensemble et que finalement la construction européenne, pendant ces dizaines d'années, elle s'est d'abord faite sur une solidarité entre les nations, pas entre les citoyens. Et toute la difficulté, c'est que je pense qu'on arrive au bout de cette démarche de solidarité entre les nations. Et qu'il faut arriver à enclencher le fait de passer de solidarité entre les États membres à solidarité entre les citoyens. Et ça, c'est pas évident du tout. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que au cours des dernières années, ce qu'on avait construit, ça a été déjà évoqué, la crise de l'euro. La crise de l'euro, elle a montré que quand on avait des États-nations qui étaient solidaires entre eux, avec une monnaie unique, et qui avaient des politiques finalement budgétaires différentes, quand il y avait une crise, que ce soit la Grèce, un peu l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, mais principalement la Grèce, finalement, le pays débiteur
il n'a plus le choix de sa politique économique. Parce que c'est les autres qui lui imposent. Ils lui imposent parce qu'il y a une solidarité qui est là. Ils apportent les moyens pour tenir la monnaie unique. Mais en échange, il y a une question finalement de privation de souveraineté qui a été profondément ressentie par les peuples et qui, aujourd'hui, pose un réel problème d'image à l'Union européenne. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi sur la crise de l'accueil, parce que nous ne parlons pas de crise migratoire. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, finalement, l'Europe, elle n'accueille pas plus que les autres espaces sur la planète. L'Europe, elle n'accueille pas plus que la Turquie. L'Europe, il n'y a aucun pays européen qui accueille plus que l'Éthiopie. Donc, finalement, il faut relativiser ce qui nous fait peur par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais c'est vrai que lorsqu'on a créé l'espace Schengen, là encore, on a créé un espace où on a dit finalement, dans un monde où tout semblait aller bien, bon, si chacun contrôle sa partie de frontière extérieure et on est plus ou moins responsable, ça va aller, on peut faire un espace de libre circulation. Et puis voilà, on est arrivé dans un moment différent, avec d'autres menaces sur le plan de la sécurité, et puis des sollicitations à nos frontières un peu différentes. Alors, on a pu renforcer Frontex, mais finalement, la capacité de décider, c'est plus chaque État membre qui est responsable de sa partie de frontière extérieure et qui finalement prend la responsabilité de ce qu'il a fait rentrer, c'est le principe de Dublin, à dire on protège ensemble nos frontières extérieures et ensemble on prend la responsabilité des gens qui viennent malgré tout, eh bien on n'est pas prêt à ça. Alors on a renforcé Frontex quand même pour contrôler un peu, mais Frontex il fait des évaluations, mais il ne va pas directement sur les frontières pour contrôler, ça reste encore les États-nations qui sont responsables. Et puis par contre sur la partie accueil, on n'a rien. Et aujourd'hui, il y a un gros décalage entre finalement le contrôle aux frontières et puis les politiques d'immigration, en particulier d'immigration au long terme, qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Mais quand on évoque ces sujets-là, qui montrent que ce soit la crise de l'euro et ses corollaires, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir des politiques budgétaires qui sont aujourd'hui exigées comme étant convergentes et contrôlées sans qu'elles soient vraiment contrôlées démocratiquement, ou la question migratoire qui devrait être, finalement, la définition d'une politique migratoire devrait être inspirée par deux choses, des principes et d'autre part des décisions souveraines du peuple. Or, les principes y sont mis à mal. Quant à la décision souveraine du peuple, elle n'existe pas vraiment parce que chaque pays fait des choses différentes, mais finalement, ce qu'on fait dans un pays a des influences sur ce qui se passe dans un autre. Et par conséquent, on se rend compte que ce qu'on a fait de la construction européenne fait qu'on est au milieu du gué. C'est pas stable ce qu'on a aujourd'hui. Soit on va plus loin, c'est-à-dire qu'on arrive à transformer cette solidarité entre nations en solidarité entre les citoyens, mais ça exige finalement de faire ce qu'on dit plus, c'est un gros mot, l'Europe fédérale, ou bien on est obligé de revenir en arrière. Et la proposition de revenir en arrière, elle n'est pas bonne, mais elle est facile, et c'est la force des populismes. Et pour aller dans l'autre sens, il faut des forces politiques qui poussent, pas à renforcer l'Europe des nations ou la coopération entre les nations, mais vraiment à dire qu'il faut remettre au centre de la construction européenne, ou plutôt mettre au centre de la construction européenne, les citoyens. Et vraiment, de ce point de vue-là, je crois que ça va être réellement l'enjeu des élections européennes. Il faut aussi ne pas oublier que ce soit sur ce qu'on vit sur l'espace Schengen, que la crise de l'euro, il ne faut pas se dire on a fait des choses, c'était pas bien, et puis s'il n'y avait pas eu ça, on aurait été souverain, on aurait pu mieux gérer. Non. La crise de 2008, elle nous aurait emporté beaucoup plus de choses si on n'avait pas été capable d'avoir une monnaie commune qui tenait. Et quant à ce qui se passe dans l'espace Schengen, face aux défis qui finalement nous est commun, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de capacité d'accueil, les défis sont les mêmes. Et l'Union fait toujours la force. Et ce qu'on a appris à faire avec l'espace Schengen depuis 20 ans, c'est de la coopération entre les différents pays qui ne se faisait pas auparavant pour essayer de mieux gérer les choses ensemble. Alors c'est pas parfait. C'est peut-être moins bien que dans un État unitaire, mais au moins c'est déjà ça. Et c'est une base qui nous permet de progresser et qui nous permet finalement de faire face ensemble aux défis de demain. Donc il ne faut surtout pas avoir l'idée que parce qu'on rencontre des interrogations, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites dans le contrôle démocratique des politiques qui ont été mises en place depuis 25 ans, de se dire, puisque ces politiques ne sont pas contrôlées démocratiquement, on n'en veut plus. Il faut au contraire aussi bien maîtriser et bien avoir en tête ce qu'elles nous ont apporté. Puis, il y a un certain nombre de choses, ça a été dit, là encore, sur la citoyenneté européenne.
Je me rappelle au Sénat d'un colloque sur le traité de Rome et une étudiante écossaise qui dit « Moi, je suis née, j'ai toujours connu la citoyenneté européenne, je suis une citoyenne européenne et aujourd'hui, vous m'expliquez que je ne vais plus l'être. » Et Jean-Pierre Raffarin lui répondant « Écoutez, vous êtes britannique, c'est un problème intérieur britannique, vous avez choisi de quitter l'Union européenne, donc vous ne serez plus citoyenne européenne et c'est pas nous qui allons faire autre chose. Finalement, nous on ne veut pas que Theresa May s'occupe de nos affaires, donc on ne s'occupe pas de ses affaires. » Mais quand on dit des choses comme ça, on fragilise la citoyenneté européenne. On ne la met pas au centre de la construction européenne. Et c'est comme ça qu'elle se fragilise. Et ça, je crois que c'est important à répéter quand on aborde cette question. Et bon, je ne vais pas prendre position sur la Catalogne, l'Écosse, etc. Mais en tout état de cause, moi je pense que le cœur de l'avenir de la construction européenne, c'est la citoyenneté européenne. S'il n'y a pas la citoyenneté européenne et si ce n'est pas entre les citoyens que ça se fait, ça ne pourra pas marcher, ce ne sera plus stable. Et je peux le dire aussi en termes de petite incidence sur la politique extérieure. J'ai habité en Pologne longtemps et je me rappelle d'un responsable politique qui m'ont dit en off en 2011, au moment de la crise de Libye. On sait combien la crise en Libye et l'intervention franco-britannique pèsent aujourd'hui sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité en Afrique. Et les Polonais, écoutez, on a fait une connerie en 2003 avec l'Irak. Excusez-nous, mais on n'a pas envie d'en faire une autre. Si vous voulez en faire une, faites-les tout seuls en Libye. Et c'était ça. Comment voulez-vous, là encore, solidarité? La France, elle aimerait bien solidariser les conséquences, mais elle n'aimerait pas solidariser les décisions. Or, sur la question de la politique internationale, c'est clair, ce que la Grande-Bretagne et la France ont décidé en Libye a des conséquences sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est tous les pays qui en payent les conséquences. Si on veut parler de solidarité, il faut aussi être capable de construire des outils de prise de décision lors des interventions qui sont différents de ce qu'on a aujourd'hui. Et je ne dis pas d'ailleurs qu'il ne faut pas en permettre de temps en temps des interventions. J'étais à Bamako en 2013. Je sais que parfois ces interventions sont utiles et rapides, non nécessaires. Mais toutefois, voilà, je préfère le répéter parce que souvent on a l'impression en France, quand on entend les responsables politiques, que finalement l'Europe elle est là pour être solidaire une fois que la France a pris des décisions d'intervention, mais pas avant. Petite chose aussi, parce que souvent on a deux réflexions. La première, on parle de citoyens européens. Si on veut construire la démocratie européenne, c'est vrai que l'enjeu est compliqué. Il est compliqué dans un monde où finalement partout on s'interroge sur la manière de faire vivre la démocratie représentative dans le monde actuel où l'information est immédiate et finalement où chaque citoyen c'est pas la même chose qu'un troll. Et pourtant souvent on a l'impression que c'est plus les trolls que les citoyens qui ont la parole. Et toute l'adaptation de la démocratie représentative à la société de l'information, on ne sait pas faire encore. Personne. Les populismes, on en a parlé en Europe, mais ils existent partout. Et donc c'est un enjeu encore plus compliqué que de construire une Europe démocratique dans ce monde-là. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faudrait, et particulièrement en France, qu'on évite de stigmatiser l'Europe centrale. Orban ou Kaczynski ont finalement apporté quelque chose que toutes les années précédentes n'avaient pas apporté à une bonne partie des sociétés hongroises et polonaises. C'est une politique sociale. Il faut bien être clair pour ça. Si Orban tient, bien entendu, son discours abject sur l'immigration est en cohérence malheureusement avec une opinion publique majoritaire sur ce sujet, mais il a aussi une base très forte qui est liée à la manière dont il a géré l'après-politique libérale qui avait été menée par les gouvernements de droite et de gauche auparavant. Et la manière dont il a géré en particulier la crise des emprunts en francs suisses qu'avaient contracté énormément de Hongrois. Pour la Pologne, la question de la politique sociale, de la politique familiale, alors que finalement tous les moyens publics avaient été orientés pour consommer le mieux possible et cofinancer, consommer le mieux possible les fonds communautaires,
Il n'y avait plus de politique sociale. Développer une politique sociale pour les familles les moins aisées, ça leur apporte un soutien. Et après, sur d'autres questions, ils font n'importe quoi. Mais il faut bien voir ça. Il faut bien avoir en tête aussi que on avait des pays qui ont négocié pendant longtemps sans avoir, comme nous, 50 ans de pratique du traité de Rome. Et à qui on a demandé du jour au lendemain, maintenant que vous êtes dans l'Union européenne, vous êtes comme nous, décidez comme nous. Mais ils n'avaient pas la même pratique. Un an avant, ils négociaient contre nous leurs intérêts dans l'adhésion. C'est pas du tout la même chose. Et donc aujourd'hui, il faut essayer d'éviter d'antagoniser la relation entre l'Europe centrale et la vieille Europe, entre guillemets, parce que c'est vraiment malsain et il n'y a pas de raison à ça. Les peuples d'Europe centrale, probablement plus encore qu'ici, ils sont capables de se rappeler de ce qu'était leur niveau de vie il y a 25 ans, de ce qu'a apporté l'Europe au développement de ces pays. Et ils avaient aussi une certaine appétence de l'Europe par rapport à une gouvernance défaillante de leur pays. Donc, surtout, cette europhilie, il ne faut pas la transformer en anti-Bruxelles. Et je crois que c'est important de le dire. Et c'est important de le dire aussi que toutes les crises que nous avons pu vivre en Europe depuis 10 ans, on les aurait vécues dans les frontières de 86. Rien n'est de la faute de l'élargissement. Rien n'est de la faute de l'élargissement. Finalement, si ça ne marche pas, c'est parce que le pari qu'ont fait Mitterrand, Kohl, Delors en 92, de se dire avec la création de la monnaie, on n'échappera pas à la construction d'une Europe politique. Il a échoué ce pari. Parce que les générations suivantes n'ont pas poursuivi dans cette direction-là. Il a échoué. Il faut le refaire vivre. Mais ce n'est pas la faute des pays d'Europe centrale qui n'ont pas vécu la période précédente et sont un peu décalés par rapport à ça. Et c'est aussi dommage parce que ça remet en cause la capacité, la fierté, la certitude qu'on peut avoir sur les valeurs européennes et qui, si on l'a, ne devrait pas nous faire hésiter sur les élargissements qui viennent. Quand on regarde la manière dont l'Europe s'est détachée de ce qui s'est passé en Macédoine et du référendum, qui n'y a pas eu beaucoup de participation il y a quelques jours, ça fragilise finalement la stabilisation des Balkans, la place de l'Europe dans les Balkans, et c'est profondément dommageable. Parce que c'est aussi un endroit par lequel l'Europe est fragile. Je répète aussi que ça a été dit, dans les négociations actuelles, on voit bien que les États essayent de remettre le plus possible le contrôle sur l'Union européenne. Le prochain cadre pluriannuel, plus que jamais, il n'y aura pas des ressources propres pour le financer. Il y aura des ressources et des contributions nationales. Il y aura moins de solidarité entre les États. Et il y aura moins de solidarité entre les Européens, puisqu'il y aura moins de ressources propres, moins d'impôts directs. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion de ce colloque, tout en disant qu'il faut être d'abord sûr que nos valeurs, il ne faut pas les remettre en cause aujourd'hui. Elles nous ont fait beaucoup progresser, elles nous ont donné de la stabilité, elles ont donné la paix. Et même si aujourd'hui on perçoit les problèmes, eh bien, si on n'avait pas construit l'Europe, on aurait eu pire. On est la première puissance commerciale du monde. Unis, on est capable de mieux défendre notre vision du commerce mondial, si on le souhaite. Si on ne le souhaite pas, on ne le fait pas. Mais si on le souhaite, on peut le faire. Or, aujourd'hui, qui cadre les choses? La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, avec un président de la Commission européenne qui va défendre les intérêts de Mercedes et BMW à Washington. Bon. Il faudrait avoir une autre conscience de nos forces. Sur les différents défis que nous avons auxquels nous avons à faire face, les Européens, nous partageons ces défis. Nous partageons le même destin. L'enjeu, c'est d'être capable, en tant que citoyen, de transformer cette conscience que nous avons finalement des défis à un destin commun en dessein, c'est-à-dire en capacité d'agir en commun. Et ça sera finalement le débat de l'élection européenne. C'est pas populiste contre progressiste ou pseudo-progressiste et pseudo-populiste, avec des gens dans les deux cas qui pensent Europe des nations. Non. Si ceux qui veulent la construction européenne, qui veulent la stabiliser, je pense que leur responsabilité, ce sera de dire on refuse ce clivage-là. Ce que nous souhaitons pour l'avenir de l'Europe, c'est une Europe qui est démocratique, qui est contrôlée par ses citoyens,
Et l'enjeu, ce sera de faire en sorte que la solidarité, elle passe d'une solidarité entre les nations qui n'est plus stable, entre une solidarité entre les citoyens européens. Et ça, je crois que ça sera l'enjeu de cette élection. Je n'ai pas parlé du Brexit. Je n'ai pas parlé du Brexit parce que ça devrait être une démonstration par l'absurde. Mais il y a les deux mots, il y a démonstration et il y a absurde. Je ne sais pas celui qui dominera. Mais ceux qui attendent le Brexit quelques mois avant les élections européennes pour penser que ça sera un argument qui pourra permettre au camp pro-européen de gagner, ils ont tort. Ceux qui veulent vraiment progresser, ceux qui sont fédéralistes, ils sont minoritaires aujourd'hui. Le combat politique, il ne se fait pas sur quelques mois. Mais si on ne le mène pas, si on reste simplement si on accepte de rester dans le clivage, dans le pseudo-clivage européen, anti-européen, alors que tout le monde est européen, personne ne mettra ce combat sur la construction d'une Europe politique contrôlée par ses citoyens, et à la sortie, l'Europe ne sera plus stable. Je crois que c'est tout l'enjeu des prochains mois, c'est d'essayer d'arriver à instaurer comme acteur dans la vie politique européenne, comme d'autres ont réussi à instaurer le populisme et la xénophobie, à instaurer la volonté d'avoir une Europe démocratique avec des citoyens qui ne sont plus des citoyens simplement des États membres, mais qui sont des citoyens européens, qui, en tant que citoyens européens, contrôlent l'action publique européenne, qui, bien entendu, mérite d'être réformée. Mais voilà le défi, voilà l'enjeu. On n'y arrivera probablement pas en 2019, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera pas.